Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Alors vous le savez, les entrepreneurs n'ont pas de limite pour explorer des terrains de jeu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celui de la pollution. C'est un marché, en effet, qui est parfois mésestimé, mais qui recèle beaucoup d'opportunités pour entreprendre. On en parle dans Business Models. Bonjour Geoffrey. Bonjour Monsieur Blard. La pollution, en effet, on est dans des sociétés industrielles, post-industrielles, avec beaucoup de déchets, beaucoup de pollution. C'est le terrain de jeu que vous avez décidé d'explorer à la tête de ATSI 3D. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on est assistant à maîtrise d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc ça veut dire qu'on va conseiller les propriétaires ou les exploitants de bâtiments, d'unités de production qui pourraient avoir des problématiques de désamiantage, de démolition ou de dépollution, d'où le ATSI 3D. Alors, on va revenir sur cette aventure entrepreneuriale qui est ATSI 3D et la façon dont vous avez développé et monté cette entreprise. Mais on commence toujours par un petit regard sur l'actualité. Est-ce qu'il y a des sujets qui ont retenu votre attention ? Alors, clairement oui. Le 4 avril dernier, le dernier rapport du GIEC évoque que nous avons 3 ans pour inverser la tendance en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, on pense que même à l'échelle d'une société, on peut trouver des solutions pour renverser cette tendance. On parle de cycle de vie du bâtiment, on parle dernièrement dans la politique des cycles de vie même des éoliennes, des batteries. Et le bâtiment, c'est pareil. Il a été construit et puis derrière, il va être démoli et il va émettre du CO2 toute sa vie. Alors, c'est intéressant ce sujet parce que, en effet, on a toujours l'impression qu'on est dans une extrême urgence, que c'est une question de vie ou de mort. Il nous reste 3 ans avant la fin du monde. Puis on se rend compte que finalement, c'est toujours un peu plus parce qu'on ne prend pas les mesures qu'on devrait prendre. Mais il y a parfois d'autres façons de le voir. Et j'entendais une interview d'Elon Musk qu'on ne présente plus, très intéressante, qui disait finalement, on va réussir à développer des technologies d'énergie propre. Et avec cette énergie propre, on va réussir à créer des machines qui vont permettre, par exemple, de capter le carbone et de décarboner finalement l'atmosphère. Et dans 20 ans, 30 ans, on respirera un air. Et enfin, en tout cas, la planète sera nettoyée de ce problème. En fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a 2 façons de voir ces enjeux. Une façon un peu apocalyptique en se disant c'est la fin du monde. Et une autre, comme Elon Musk, très optimiste, très conquérante et qui permet de voir un futur meilleur. J'imagine que vous êtes plutôt dans le camp des optimistes. Alors, dans le camp des optimistes, dans le sens où... Alors, c'est comme l'énergie. L'énergie coûte la moins chère, qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne va pas dépenser. Mais inversement, aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin de se déplacer, de s'éclairer, de se chauffer. Et en l'occurrence, il faut pouvoir trouver des solutions pour créer cette énergie, la développer, l'acheminer jusqu'à nos logements, à nos entreprises, de certaines manières. Et en l'occurrence, il faut trouver les manières les moins émissives et les moins énergivores. Mais même dans la dépollution, parce que ça revient à ce sujet de décarboner l'atmosphère en aspirant le CO2 qui aurait été émis par l'âge industriel. Est-ce que vous, qui êtes un spécialiste de ces enjeux de déconstruction, de dépollution, est-ce que vous dites qu'il y a des progrès, des innovations tellement fortes que ça donne espoir ? Alors, clairement, jusqu'à pas très longtemps, malheureusement, quand on démolissait un bâtiment, tout le bâtiment partait en déchets, donc était enfoui ou réutilisé, des fois même avec les polluants, dans la construction des fondations, même du prochain bâtiment. Nous, on a une vision, c'est qu'on essaye de revaloriser entre 60 et 90% des éléments du bâtiment dans de nouvelles filières ou dans la reconstruction du prochain bâtiment. Et ça, c'est quoi ? C'est l'innovation, c'est la technologie qui permet de faire ça ? Alors, c'est beaucoup de bon sens. Dans le sens c'est des process plus alors ? Alors, c'est des process. Aujourd'hui, quand vous démolissez un bâtiment, vous avez de l'acier. L'acier, il peut être revalorisé. Le béton, en fonction de sa qualité, il peut être revalorisé. Aujourd'hui, ça doit rentrer dans les démarches. Et il y a la loi de transition énergétique de 2015 qui l'impose avec des objectifs à plus ou moins long terme. Et tout ça dans des équations économiques qui sont raisonnables, c'est-à-dire que ça ne coûte pas trop cher de faire tout ce réemploi ? Alors aujourd'hui, si. C'est pas encore... Il n'y a pas encore d'équilibre financier parce que les filières ne sont pas encore matures dans ces approches.
Aujourd'hui, pour retraiter les aciers, forcément on dit que les aciers ont une moins bonne qualité. Le béton, on préfère le refabriquer plutôt que le réutiliser. Donc les filières ne sont pas encore tout à fait prêtes. Elles ne sont pas prêtes au niveau national, mais aussi au niveau local. Parce que quand vous démolissez un bâtiment, vous le démolissez au niveau local. Et donc si on revient sur ce timing, ce calendrier du GIEC, dans 3 ans, on en sera où? Alors la cible, hein, c'est d'avoir un monde qui reste viable. Aujourd'hui, le monde n'a pas encore l'électrochoc, donc il sera peut-être un petit peu moins viable. Par contre, c'est tout à chacun de mettre sa pierre à l'édifice dans cette évolution. Alors Geoffrey, on va voir maintenant hein, comment est-ce que vous avez lancé ATSI 3D. Alors ça s'appelle ATSI parce que c'est relié à une autre entreprise qui est le groupe ATSI. Je vous laisse nous expliquer un peu comment tout ça est né, comment tout ça s'organise. Alors, ATSI 3D, c'est une filiale, un prolongement en fait d'un groupe qui s'appelle le groupe ATSI Formalog, qui est spécialisé dans la prévention des risques en entreprise. Donc ça va de tout type de la formation, donc la formation à l'habitation électrique, les formations amiantes, le travail en hauteur. Combien d'élèves par an passent par ces formations? 80 000 au niveau national. C'est énorme, une année? En une année, oui, sur 23 centres. C'est un groupe qui investit énormément et nous, en fait, on est les petits frères, entre guillemets, du groupe pour conseiller en fait, les entreprises après ce socle de formation réglementaire et technique. C'est-à-dire que vous puisez dans ce vivier de personnes formées pour les employer et finalement développer des métiers autour de ces formations. Oui, apporter en fait des compétences complémentaires. Je vais prendre un exemple classique. Vous avez potentiellement un électricien. Cet électricien, sa spécialité, c'est de gérer l'électricité dans un bâtiment, de poser des disjoncteurs, de mettre en place de l'éclairage. Par contre, dès qu'il va toucher à la thématique amiante ou plomb, ça va sortir de son scope. Il n'a pas été formé pour travailler sur ces éléments-là. Et donc, généralement, l'entreprise va sous-traiter des éléments de désamiantage ou de déplombage qui vont faire énormément grimper la facture pour le client final. Et donc, c'est là où vous intervenez? Complètement. Complètement, on va apporter en fait cette compétence. Aujourd'hui, pour exemple, découper un tube en fibrociment amianté pour une descente d'eau, par exemple. Alors, c'est des éléments plutôt techniques, mais on peut avoir une 50aine de méthodes pour découper cet élément en émettant énormément de fibres et donc en ayant des protections collectives et individuelles très fortes, donc des coûts de travaux relativement importants. Et on peut le faire avec 0 fibre. Et en l'occurrence, c'est les méthodes que nous, on met en place et qu'on développe et on apporte ces compétences chez les entreprises. Et donc, vous allez permettre à cet électricien, finalement, de faire un nouveau métier et de garder l'intégralité de ce marché pour lui? Complètement, d'apporter, en fait, oui, cette compétence et aussi de se distinguer par rapport à ses confrères. Parce qu'aujourd'hui, le client final, lui, il veut mettre en norme potentiellement son bâtiment. Et si le risque amiante est présent, c'est pas lui qui le traite. Il y a une deuxième entreprise, donc il y a la co-traitance qui se met en œuvre, donc des coûts qui sont des fois très importants. Du coup, c'est de la formation, c'est un peu un prolongement aussi. Complètement. Complètement, c'est appliqué en fait, avec un terrain de jeu qui est concret, qui n'est pas juste théorique. Exactement, où nos équipes vont même sur le terrain et montrent les méthodes. Donc on va les accompagner avec des analyses d'air qui vont prouver que l'opération n'a pas émis de fibres et qui vont pouvoir l'intégrer dans leur processus de mise en œuvre du quotidien. Oui, parce qu'on rappelle les 3D, c'est pour désamiantage, démolition et dépollution. Vous nous avez apporté une vidéo qui montre un peu le genre de technique que vous pouvez utiliser. On va la regarder ensemble et je vous laisse la commenter. Alors, de quoi il s'agit? Alors, clairement, l'idée, c'est de faire un percement traversant. Donc, c'est de pouvoir passer d'une pièce à l'autre, potentiellement en décablage. On parlait d'un électricien. Aujourd'hui, pour percer un mur où il y aurait de l'amiante, les clients finaux auraient tendance à désamianter une partie de ce mur. Et donc, le budget de ce désamiantage tournerait aux alentours entre 8 et 15 000 euros en fonction des entreprises. Et nous, en fait, on a développé cette méthode qui n'émet aucune fibre, qui n'a pas besoin d'être désamiantée. Et le percement peut être réalisé par l'entreprise, sous couvert, bien sûr, de la formation réglementaire, SS4 encadrant opérateur, et après, de la mise en œuvre d'un chantier test avec la méthode qui permet 0 émission. Donc ça, c'est une méthode que vous avez développée? Oui.
complètement. Donc c'est une création, hein, c'est un brevet presque, on pourrait dire. Et donc ça permet d'encapsuler dans ce liquide qu'on voit un peu gélatineux d'éventuelles fibres et éviter qu'elles se répandent dans l'atmosphère. Exactement. Donc ça réduit beaucoup le coût, on n'est pas obligé de s'équiper avec trop de scaphandres ou de choses complexes. Exactement. Les protections collectives et individuelles sont limitées puisque le volume d'émissions attenant à l'opération aujourd'hui est nul. Et donc c'est ce qui nous ramène un peu à ce qu'on disait en début d'émission, à savoir qu'il y a de l'innovation qui permet d'être plus respectueux à la fois de ces enjeux de dépollution, avec des coûts de plus en plus faibles grâce à ces nouvelles idées, ces nouvelles approches. Tout à fait, et même dans les délais de mise en œuvre. Aujourd'hui, si vous désamiantez une partie du mur, vous devez mettre en place un plan de retrait qui va durer 1 mois, avec beaucoup d'administratifs. Et le temps, c'est de l'argent. Exactement. Exactement. Comment s'est née cette aventure, cette rencontre entre vous et ce groupe de formation ? Alors, on s'était rencontrés plusieurs fois, et puis dans ma carrière professionnelle, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont accompagné, qui m'ont fait grandir. Et en fait, l'opportunité s'est créée de se dire comment on va faire pour continuer à développer en fait cette approche entre la formation et le conseil. Et on a monté un business plan. Vous étiez consultant à l'origine ? Oui, alors j'étais cadre dans une entreprise d'ingénierie qui m'a beaucoup apporté pendant quasiment 8 ans. Et l'opportunité s'est créée de développer cette structure avec le groupe ATSI. Donc c'est souvent ça, hein, c'est une rencontre qui fait qu'on change de vie professionnelle en l'occurrence. Ça a été facile, ça s'est mis en place facilement ou ça a nécessité des allers-retours et des tâtons ? Alors le projet en fait s'est créé presque en fait naturellement. Parce que ça répondait en fait à un souhait de développement, parce que le groupe voulait accompagner et apporter cette compétence complémentaire à ses clients pour se démarquer, apporter davantage de savoir-faire. Et en l'occurrence, les dirigeants du groupe sont des gens extrêmement bienveillants et constructifs qui nous accompagnent, qui nous font grandir, qui nous font part de leur retour d'expérience et qui nous permettent aujourd'hui de développer ATSI 3D. Donc c'est une rencontre personnelle avant tout, et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous êtes appuyé sur un groupe beaucoup plus gros que vous finalement, pour développer une entité sur laquelle vous restez au contrôle, aux manettes avec votre associé. C'est assez rare, souvent les groupes qui veulent développer des filiales, ils veulent tout contrôler et ils vont mettre un cadre à la tête de cette filiale pour le développer. Là, c'est vraiment une entreprise avec des entrepreneurs. Complètement, et c'est ça qui nous permet de nous réinventer tous les jours. Tout à l'heure, on a vu le mode opératoire sur le percement traversant. Aujourd'hui, on a à peu près 300 modes opératoires. Mais tous les jours, on a des nouvelles problématiques de nos clients qui nous arrivent et qu'on développe. Et si on était, entre guillemets, alors potentiellement pas chez le groupe Formalogue, mais si on était dans un autre groupe, on ne nous permettrait pas forcément, parce que ça devrait répondre à beaucoup de process. Et le fait d'être une entreprise au sein d'un groupe, avec notre indépendance, ça nous permet de nous réinventer tous les jours et de pouvoir prendre des virages avec beaucoup d'agilité. 300 process, un peu comme celui qu'on a vu là. Complètement. Et aussi innovant ou pas forcément aussi abouti ? Alors, les process sont toujours dans la même veine, c'est-à-dire que la statistique qu'on a fait sur 2021, sur l'ensemble de nos projets, c'est entre les budgets initiaux de nos clients et le coût à la fin des travaux sur le désamiantage et la dépollution. La démolition, c'est un sujet à part entière. On a réussi à baisser la facture entre 50 et 60% en fonction des différents projets, ce qui nous fait une moyenne entre 40 et 50%. C'est ça votre valeur ajoutée, en tout cas ce que vous cherchez à mettre en avant, c'est la baisse des coûts. Complètement. La baisse des coûts en employant des méthodes moins émissives, moins coûteuses, plus agiles. Comment est-ce que vous voyez le développement de ce groupe qui est né il y a quoi, 2 ans maintenant ? Alors ouais, 3D est né il y a 1 an et demi. Le groupe, c'est un groupe historique, hein, ils ont été créés en 88. C'est un groupe qui a de fortes implantations. Ils sont implantés sur 23 sites. Ouais. Mais je parle de votre entité 3D. 3D, aujourd'hui, on est implanté sur Paris, Lyon et Marseille. Ouais. Et comment est-ce que vous voyez
Comment vous voulez la faire grandir, cette entreprise? C'est de pouvoir continuer à apporter cette compétence en proximité, donc se déployer sur les autres sites du groupe petit à petit, en fonction des besoins des clients et de la croissance de l'entreprise. Et donc ça vous mène où, ça, si on tire le trait, vous projetez à quel horizon? Sur les 23 implantations, potentiellement, ça serait d'être présent sur les 23 implantations sur 5 à 6 ans. C'est quelque chose qui est nouveau, cette approche entrepreneuriale. J'imagine que vous aussi, en fait, c'est un défi quotidien de passer du monde de salariat à cette casquette de chef d'entreprise. C'est un défi, c'est un challenge du quotidien, mais c'est hyper motivant. Ouais. On grandit tous les jours à travers les problèmes et les solutions qu'on doit apporter. Et c'est une vraie force d'avoir ce groupe pour nous accompagner et nous épauler. Alors on va voir justement votre parcours à vous, Geoffrey. Comment est-ce que vous faites de ce défi une entreprise? Est-ce que quand vous étiez consultant dans votre carrière précédente de salarié, est-ce que c'était un rêve que vous caressiez, celui de devenir entrepreneur, ou ça vous est tombé dessus un peu par hasard? Alors c'était déjà un rêve. Même mon président que j'apprécie beaucoup de l'époque, je vous l'avais dit, on en avait déjà parlé et on avait même imaginé potentiellement construire quelque chose dans le temps. Donc vous cherchiez l'opportunité en fait, vous étiez à la recherche. J'étais à la recherche, j'avais quelque chose de ça au fond de moi. Après, aujourd'hui, la situation économique française fait qu'il faut avoir une bonne idée pour pouvoir se lancer et ça peut mettre des fois toute une vie. Voilà. Est-ce qu'il faut une bonne idée ou est-ce qu'il faut juste se lancer? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent j'entends beaucoup de jeunes gens ou jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui me disent « Oui, j'aimerais bien être entrepreneur, mais je n'ai pas la bonne idée. » Et si je peux me permettre ce commentaire un peu personnel, je leur dis « Mais en fait, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Vous voulez créer une entreprise, vous créez un restaurant, ce n'est pas nouveau. Il suffit d'être meilleur que les voisins et que la compétition. Il n'y a pas besoin d'être très innovant. » Alors là, je suis exactement d'accord avec vous, dans le sens où il faut se différencier. Pour être différenciant, il faut quand même imaginer quelque chose qui soit vraiment attrayant pour les clients. Donc en effet, c'est à mi-chemin entre la bonne idée et le fait de se lancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent dans les entreprises, qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas l'opportunité de se lancer. Et donc cette opportunité, si on revient sur le déclic, comment ça s'est fait Ça s'est fait dans le sens où moi j'étais un virage professionnel dans ma carrière et en fait je voulais faire autre chose. J'ai eu plusieurs propositions dans d'autres groupes pour devenir salarié et le groupe ATSI m'a dit mais moi je voudrais presque créer quelque chose d'intra-entrepreneuriat dans ce groupe et là je me suis dit que c'était certainement l'opportunité pour moi. Et on prend beaucoup de temps à réfléchir. Est-ce que c'est une décision qui est facile à prendre? On se jette à l'eau puis on verra bien, ou au contraire on rationalise et on réfléchit beaucoup au pour et au contre? Alors pour donner un peu par exemple le calendrier, les statuts ont été déposés de mémoire en septembre, le 9 septembre 2020. J'ai imaginé le business plan mi-août. Et en fait, comme c'est un groupe très agile, j'ai présenté plusieurs versions, on les a affinées, on les a projetées, et ça s'est fait relativement naturellement et relativement rapidement. Et c'était en pleine crise Covid. C'est aussi ça qui a certainement poussé les choses, et d'autant plus quand il y a des crises, c'est là où il faut se réinventer encore davantage. Parce qu'on le voit bien, aujourd'hui, notre quotidien, il est complètement chamboulé par ce nouveau fonctionnement, que ce soit la livraison, faire les courses, se déplacer, tout a évolué. Et je pense que la crise a été difficile pour tout le monde, mais que ça a été une opportunité pour beaucoup. Et quand vous vous lancez, vous dites que ça va forcément marcher, parce que voilà, c'est évident, on a une solution qui fonctionne, on a un marché énorme, ou vous dites finalement, je ne sais pas, il y a une part de doute? Alors, il y avait de fortes probabilités que ça fonctionne, parce que le groupe a 4500 clients historiques. Et donc, en fait, aujourd'hui, on travaille en prolongement
avec les clients historiques du groupe. Donc en fait, on va faire du cross-selling sur des ventes qui sont déjà réalisées. Et ça apporte une ceinture de sécurité qui est vraiment très importante. Alors après, ce qui est intéressant, il y a toujours le projet tel qu'on l'imagine, la théorie, la réflexion sur le papier, et puis la réalité, la pratique. Là, il y a eu un décalage. Alors en fait, dans l'entreprise, le plan, en fait, on parle de business plan, j'ai envie de dire qu'il évolue pas tous les jours, mais tous les mois, en fonction des belles commandes, des possibilités, des difficultés attenant au contexte réglementaire, social en France, ou même politique. On peut observer que pendant les élections, les projets sont un peu plus lents, sont plus difficiles à mettre en œuvre. Ouais, il y a plus de prudence. Complètement. On lève le pied pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et là, du coup, ça repart. Alors, ça devrait repartir, ça devrait être dans une dynamique similaire au dernier trimestre 2021. Après, la guerre en Ukraine fait que les investissements, que ce soit des industriels, des promoteurs, est encore un peu fébrile. Mais on va espérer que politiquement, il va y avoir des éléments qui vont rassurer. Votre marché principal, c'est le bâtiment. Oui. On voit énormément de chantiers un petit peu partout. On a l'impression que c'est un secteur qui est très dynamique en ce moment. Est-ce que c'est votre analyse aussi ? Il est très dynamique sur des secteurs qui ont été préservés. Aujourd'hui, on peut se balader dans Paris. On voit énormément de panneaux alloués à vendre pour des bureaux. Il y a une crise du bureau qui est en cours avec des surfaces louables ou achetables entre guillemets qui sont extrêmement importantes. À cause du télétravail, entre autres. Mais ça devrait potentiellement aussi évoluer dans le temps. Les entreprises ne peuvent pas former et faire grandir leurs salariés simplement qu'à distance. Ouais. Et donc, vous restez confiant donc, sur ce marché du bâtiment et de l'immobilier ? Complètement, parce que les besoins évoluent. Donc il faut démolir pour reconstruire systématiquement. Et donc on devrait avoir de belles années devant nous. On appelle cette émission Business Model parce qu'on aime bien mentionner les références qui peuvent vous inspirer, des hommes, des femmes, connus, pas connus. Est-ce qu'il y en a ? Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'Elon Musk. Le parallèle français, on peut évoquer Xavier Niel, qui, on s'en souvient, avec la téléphonie, a complètement bousculé les mœurs, les approches, même le marché. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat. C'est comment on va bousculer l'approche pour devenir différenciant. Donc ça, Xavier Niel, c'est quelqu'un que vous regardez, que vous suivez, qui vous inspire ? Complètement, et en plus, ça revient exactement à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il a développé une école, Espace 42, et ce qui est génial dans cette école, c'est qu'elle vise à apporter les compétences pour les entreprises des étudiants. Donc il y a une notion, pas simplement de formation des étudiants, mais de création de compétences pour servir les entreprises a posteriori. Et c'est bien vu dans l'IT, c'est le sujet, et c'est pour ça que les étudiants qui sortent de cette école-là ont des packages qui sont vraiment très intéressants. Et donc c'est un peu ce qui vous inspire, mais adapté à vos métiers. Complètement. C'est ce qu'on essaye de faire à travers la formation et le conseil, et ce qu'on pourrait potentiellement faire dans le temps sur la formation des jeunes. En dehors de Xavier Niel, il y a d'autres sources d'inspiration pour vous ? On a évoqué Elon Musk, parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire sur l'automobile. Il y a quelques années, la voiture électrique, c'était un mythe. C'était pour le salon automobile. Aujourd'hui, c'est la plus grosse valorisation boursière du monde sur l'automobile. Ouais. Et on en voit à peu près partout dans la rue. Avec aussi cette envie de remettre à plat la façon dont on pensait ou dont on faisait jusqu'à présent pour justement trouver des nouvelles façons, des nouvelles méthodes. Et donner envie aux utilisateurs. Aujourd'hui, la voiture électrique, c'est un autre moyen de circuler, mais lui développe la voiture autonome, semi-autonome, la conduite assistée, et derrière, même les concessionnaires français embrayent le pas, mais souvent avec du décalage. Et ça peut s'adapter à vos métiers, à vos clients qui sont, on le rappelle, peut-être des plombiers, des électriciens, des couvreurs, que sais-je ? Des industriels, oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez de brevet. En fait, on ne met pas de brevet. Notre objectif, c'est d'apporter cette connaissance. Et en amenant cette connaissance, ce client, il va avoir une autre problématique. On parlait tout à l'heure du
du percement traversant, mais potentiellement on va rainurer un mur pour passer un câble dans un mur, mais si on est dans un élément amianté, il faut trouver la solution. Et alors, comment est-ce que vous gagnez votre vie? Le business model, cette fois, sonnant et trébuchant, parce qu'une fois que vous avez formé cet électricien, par exemple, pour percer ce mur amianté, il n'a plus besoin de vos services? Alors oui, sur le percement, mais la semaine qui suit, il a un chantier. Le bâtiment, c'est quelque chose d'infini dans sa conception, dans sa rénovation. Et en fait, il y a des problématiques quotidiennes qui arrivent et nos ingénieurs travaillent à ces nouvelles solutions quotidiennement. Et puis, même si, in fine, on a le client modèle qui a tous nos modes opératoires, et ben, en fait, il y a énormément d'entreprises qui prennent beaucoup de temps à évoluer. Parce que l'amiante, c'est quelque chose qui fait peur et nous, on va les rassurer. On leur dit c'est un risque qu'il faut mesurer, qu'il faut gérer, et il faut se former et monter en compétences. Et donc, comment est-ce que vous rémunérez? C'est-à-dire, c'est un temps passé, c'est un process appris, c'est comment ça marche? Alors, clairement, oui, c'est au forfait. On travaille au forfait et ce qui va faciliter la vente, c'est de pouvoir montrer qu'on va pouvoir faire gagner de l'argent aux clients in situ. Et donc le client se dit, ben voilà, si j'ai un budget de 10, peut-être qu'avec cet accompagnement, je vais dépenser 5 de travaux, plus peut-être 1 ou 2 d'accompagnement. Et on aura, in fine, une addition à 7 au lieu de 10. Merci Geoffrey d'avoir partagé avec nous cette expérience qui est la vôtre et cette aventure entrepreneuriale. Bon vent pour la suite. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.